assiette, ça va. Oh, la petite assiette, ça va. Prenez une fraise, Rachel. Est-ce que déjà c'est bien, vous pensez, comme petit déjeuner pour quelqu'un qui quand même s'y connaît très très bien en diététique? C'est génial, tout le monde devrait manger, commencer la journée par des fruits, de la vitamine C, des antioxydants. En plus, c'est le printemps, on va avoir plein de sortes de fruits, toutes les couleurs. J'ai vu que vous avez mis des graines de chia, ça va apporter de la protéine, donc c'est topissime. Bon, bah écoutez, j'ouvre le yaourt, je pense qu'avec ça c'est bien, non? Et puis on va pouvoir commencer notre petite discussion. À tout de suite. Bienvenue dans Booster, un podcast inédit qui donne la parole à des femmes qui ont choisi d'être totalement libres pour mieux transmettre leur expertise et donner du sens à leurs convictions. Je suis Marjorie Murphy et je vous emmène à la rencontre de ces pépites qui ont accepté de se livrer sans filtre. Rachel Balmadier ne fait rien comme les autres. Son originalité, son autonomie farouche, son excellence dans tout ce qu'elle touche, notamment en matière de gestion de risque, se transforment en atout majeur pour les dirigeants qu'elle accompagne avec engagement et générosité. Son éternelle soif d'apprendre, son besoin de transmettre et son amour pour les autres la poussent à se former constamment. Au-delà de son métier de manager de transition, Rachel est aussi diététicienne quand équilibre, prise de conscience et liberté se rencontrent. Eh bien bonjour Rachel. Bonjour. Vous avez 56 ans et on peut dire que vous aimez le risque. Oui. Ça, c'est sûr. En tout cas, dans le monde de l'industrie, ça c'est sûr aussi, puisque c'est sur votre expertise de gestion de risque que vous avez fait une grande partie de votre carrière. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais qui n'est pas tant que ça, chez Renault, où vous avez commencé, ils ont gardé des méthodologies et des processus que vous aviez mis en place à l'époque où vous y étiez, ce qui doit quand même vous rendre un peu fier. Oui, oui. Votre carrière est donc jalonnée de beaux défis, mais c'est à 50 ans que vous décidez de prendre votre envol seul, non seulement donc dans cette voie de la gestion de crise que vous connaissez parfaitement, mais aussi dans la diététique, puisque vous avez passé notamment un BTS pour devenir diététicienne. On a pu le voir dans la description du petit déjeuner il y a quelques minutes. Pour bien comprendre justement ce parcours, est-ce qu'on peut repartir du début? Donc, formation d'ingénieur, si j'ai bien compris, au départ. J'ai commencé par des études d'ingénieur. D'ailleurs, effectivement, en tant que femme, on n'était que 10% d'ingénieurs à l'époque. Donc, c'était aussi déjà un défi. Et j'ai adoré ce challenge. J'ai travaillé dans des entreprises où je mettais en route des chaînes de production et je dirigeais des équipes d'hommes. C'était aussi sympathique pour moi. Et c'était pas toujours évident parce que j'étais très jeune. Donc j'ai adoré beaucoup travailler sur les mises en route de chantier, démarrage de chaînes de production dans différents domaines, le yaourt, le meuble, la bière, voilà. Et ensuite, j'ai voulu changer de métier parce que c'était sympa d'être sur le shop floor, comme qui dirait, mais j'avais envie de voir l'entreprise de façon d'un peu plus haut et de façon plus transversale. Donc j'ai changé, j'ai décidé de faire une formation en gestion des risques justement. Et du coup, j'ai changé de métier et j'ai travaillé plus dans la gestion des risques et des assurances, en commençant en restant en fait dans l'industriel, donc chez Péchinet, chez Renault. Et ensuite, j'ai encore, changé de dimension, parce que j'ai voulu aller dans une plus petite société, donc une entreprise de taille intermédiaire, une ETI comme on dit, qui est Compagnie des Alpes, où là, j'ai changé aussi d'activité, puisque là, c'était une activité de loisirs, donc, puisque Compagnie des Alpes exploite des domaines skiables et des parcs de loisirs. Mmh. Voilà. Alors, donc, beaucoup d'activités différentes, oui. Mais quelque part, est-ce que ce que vous avez forgé dans la gestion de risque, vous avez pu remarquer que vous pouviez, quelque part, puisqu'on parlait de méthodologie tout à l'heure, ouais. Vous pouviez tirer un peu les mêmes ficelles dans ces secteurs différents? Exactement.
En fait, la gestion des risques, pour moi, c'est quasiment une philosophie. Donc, je me suis construite une façon de faire que j'adapte à chaque fois, à chaque client ou à chaque employeur, à chaque milieu. Et c'est vrai que je suis ingénieure, mais j'ai aussi fait des études de droit, notamment pour comprendre comment sont faits les juristes. Je me suis intéressée au commercial aussi, pour aussi comprendre. Et finalement, la gestion des risques, c'est aussi presque une science humaine, puisque finalement, les évaluations des risques, c'est très subjectif. C'est fait par des hommes. Et les décisions de les prendre ou pas, eh bien, c'est une décision d'hommes. Alors, d'hommes avec un grand H. Voilà. Et donc, en fait, c'est un métier très, très humain, où il faut savoir quel levier pousser pour faire comprendre certaines choses aux dirigeants et comment fédérer une équipe vers un plan d'action de rémédiation de risques. Effectivement. Parce que quelque part, finalement, pour pas prendre trop de risques dans la gestion de risque, il faut quand même savoir parfaitement de quoi on parle et justement de savoir quel levier on va lever. Alors, pour moi, il faut savoir prendre des risques aussi quand on fait de la gestion de risque. Voilà. Et donc, il faut savoir dire les choses. Et je pense qu'effectivement, certaines personnes ne savent pas dire les choses. Mais c'est d'autant plus confortable quand on vient de l'extérieur, en fait. Donc, c'est pour ça que j'adore le faire en tant que consultant ou manager de transition, parce qu'on vient de l'extérieur et on n'a pas d'enjeu de carrière dans la société. On a juste tout à apporter aux dirigeants. Comment vous avez découvert ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic là ? Donc, il y a 6 ans, quelque chose comme ça, oui. où vous vous êtes dit, OK, bon, j'ai eu une belle carrière, j'ai fait plein de choses, mais maintenant, justement, je ne vais plus être attachée, entre guillemets. Oui, alors c'est quand j'ai commencé à voir que mes patrons me supportaient plus beaucoup, en fait, parce que je suis très très autonome et très convaincue. Et donc, c'est vrai que mes supérieurs directs peuvent avoir des petits soucis quand ils veulent me maîtriser, en fait. Ils ont des petits soucis à me manager, quoi. Donc, voilà, je voulais plus leur faire de mal. Et je me suis dit, autant me lancer toute seule, puisque j'ai l'impression que... j'ai certaines convictions et que je peux effectivement les partager. Donc, autant prendre le risque de le faire moi-même. Voilà. Mais donc, vous avez ouvert votre agence de consulting. J'ai créé une société qui s'appelle Risconome. Voilà. Oui. Mais à côté, vous êtes partie sur cette voie du management de transition. Alors, est-ce qu'il y a une différence et pourquoi ? Oui. Alors, la différence quand même fondamentale, c'est que fondamentalement, je ne suis pas commerciale. Donc, passer par une société de management de transition permet de ne pas chercher soi-même les missions, effectivement. Donc ça, c'est une grosse différence. Et en plus, en tant que consultante, je n'avais que des petites missions. Alors, c'était exaltant, mais c'était des missions courtes et je n'étais pas intégrée dans l'entreprise. Et finalement, je me suis vite aperçue que c'est ça qui me manquait. Donc, finalement... faire du management de transition m'a permis de réintégrer l'entreprise tout en n'ayant pas les inconvénients d'être dans l'entreprise, c'est-à-dire les enjeux de carrière, le fait d'avoir une stratégie par rapport à soi-même et donc d'éviter de dire certaines choses ou de déplaire aux personnes. Et donc, ça donne une liberté assez extraordinaire. Et puis, on est à l'écoute des dirigeants, quoi. Voilà, oui, c'est ça. De fait, en fait, c'est magique. Comment vous l'avez senti justement cette écoute ? Pourquoi tout d'un coup ? Parce que vous venez avec le badge manager de transition, j'allais dire. Il y a ce changement de réponse chez le dirigeant. Alors, c'est aussi parce qu'on vient pour une mission et donc pour un besoin. Il y a une attente de la part du dirigeant. Donc, on vient résoudre un problème. Et puis, il y a aussi toute l'expérience qu'il y a derrière. Donc, finalement, ils nous regardent par rapport à nos compétences et ce qu'on a fait, et pas simplement comme un employé, en fait. Et donc, ils ont en général envie de profiter, entre guillemets, mais d'une bonne façon, de profiter de tout ce qu'on sait, et sans enjeu non plus pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser les questions qu'ils veulent de façon libre. Des dirigeants ne sont pas toujours au fait de la gestion des risques, ils ne s'y intéressent pas forcément, ils ont l'impression que c'est très institutionnel, que c'est réglementaire, que c'est pour faire plaisir aux autres. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrive à les convaincre qu'en fait, ça doit faire partie de leur stratégie, de leur mode de management, et que ça a vraiment une valeur ajoutée dans la façon de diriger une entreprise. Et donc, c'est là que c'est gagnant-gagnant, en fait. Et pour le coup, il peut
il peut se sentir libre de poser des questions comme un béotien, voilà. Ce qu'il ne ferait pas avec un employé, finalement. Qui c'est qui vous a donné le déclic de devenir manager de transition ? Le déclic est venu, le début de ma carrière en management de transition a commencé avec Valtus, qui en fait est une des seules sociétés qui m'a fait confiance par rapport au profil, parce que c'est un profil qui est assez atypique dans le management de transition. On y voit souvent des RH, des financiers, des juristes, des acheteurs, mais pas la gestion des risques était inconnue. Et donc Yves Maigret de Valtus m'a rencontrée et a voulu voir à quoi je ressemblais et ce que je faisais. Et c'est quelqu'un d'assez curieux et d'assez ouvert. Et donc on s'est rencontrés et je lui ai raconté ce que je faisais. Il n'y comprenait absolument rien. Absolument rien. Et la première rencontre avec le client, il était un peu perturbé puisque finalement, il maîtrisait pas la matière. Et quand il a vu qu'on discutait bien avec le client et que tout se passait bien et que d'ailleurs, il était un peu mis de côté, il s'est rendu compte que ça pouvait le faire, quoi. Et depuis, c'est une aventure qui continue. Alors, ça fait déjà 4 ans que vous avez eu quelques missions, oui. Entre 6 mois et 2 ans, c'est ça à peu oui. près de chaque. Oui. Est-ce que du coup, au bout de 4 ans, vous pouvez, parce que c'est une question que je pose à toutes nos invités de Booster, nous donner une définition en quelques mots de ce qu'est un manager de transition ? Manager de transition, c'est quelqu'un qui est déjà solide, déjà lui-même, et effectivement qui vient transmettre toute son expérience et toutes ses compétences, et qui, comme il n'a pas d'enjeu, va faire le maximum pour donner satisfaction à un client. Donc là, on est quand même clair. Vous n'auriez pas, malgré votre autonomie clairement annoncée, vous n'auriez pas pris cette voie avant un certain moment. Vous pensez que toute votre expérience avant, chez Renault, chez Péchinet, vous disiez, chez la Compagnie des Alpes, elle était importante pour pouvoir faire ce métier derrière. Oui, je pense que c'est un métier où il faut être robuste. Et il faut aussi s'adapter rapidement, puisqu'on n'a pas le temps de créer son réseau, de prendre le temps dans l'entreprise. Il faut aller directement au but et effectivement savoir commencer très rapidement la mission et s'intégrer très rapidement. Donc il faut avoir ces qualités-là, ce qui n'est pas évident. Et je pense qu'une expérience multiple peut y aider. Moi, j'ai changé souvent d'entreprise, en fait, et ça m'a aidé à m'intégrer rapidement dans le management de transition, dans les missions de management. Et ça, justement, la relation avec les équipes, on la vit comment ? Parce que finalement, on vient et on repart. Alors, j'exagère un peu, entre 6 mois et 2 ans, il y a quand même du temps, mais c'est pas comme si on s'installait pour un moment. Non, mais tant mieux. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, je ne supporte plus de revenir tous les matins au même bureau et de revoir tous les jours les mêmes personnes, quoi, en fait. Et moi, en tout cas, ça me va bien. Voilà. Je comprends. En plus, je fais des missions plutôt en temps partiel, en général. Et ça me permet d'en faire plusieurs et d'avoir aussi des respirations entre les missions, ce qui peut paraître assez bizarre. Mais finalement, quand j'ai 2-3 missions en même temps, ça me permet d'avoir des respirations pour chacune des missions à chaque fois que je change. Et il n'y a pas tant de confusion que ça, en fait, parce que la tête s'adapte à chaque fois et on s'adapte à l'environnement. Vous êtes une femme de risque, mais vous êtes aussi une femme de savoir. Est-ce que, puisque vous avez quand même, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait du droit, vous vous êtes intéressée à beaucoup de choses différentes, et est-ce qu'on a le temps, quand on est manager de transition, de vraiment faire autre chose ? Je pense que le temps, on peut le trouver. Je ne sais pas si vous connaissez l'image des pierres qu'on met dans un bocal. On met d'abord les grosses pierres, après les petites pierres, le sable et l'eau. Donc effectivement, il y a des moments où on fait des choix. Et quand on est manager de transition, je pense que c'est un moment où on devient mature et on fait des choix. Et donc effectivement, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de me donner du temps pour comprendre des choses, et notamment sur la nutrition et le rapport entre notre alimentation et notre santé, notamment après 50 ans.
Et j'ai consacré quelques mois, donc 9 mois, à passer un BTS de diététique, un DU de nutrition thérapeutique à Bichat, et puis une formation en micronutrition. Et j'ai vraiment fait que ça pendant 9 mois, avec des semaines de stage et tout. C'est assez exaltant, en fait, d'apprendre d'autres choses. Moi, j'adore apprendre. Et ensuite, je suis devenue donc diététicienne. Donc, je suis diététicienne. Je donne quelques consultations parce que je n'ai pas forcément le temps. Et puis, je veux donner des consultations, je dirais, intéressantes parce que je relie, en fait, l'alimentation, pas au nombre de calories, etc., mais plutôt à la relation qu'on a avec son corps et avec son état psychologique et avec la nature. En fait, il faut recomprendre que nous ne sommes que des animaux, finalement, à ce niveau-là, et que c'est un besoin primaire, et que nous sommes ce que nous mangeons. Voilà, j'invente rien. Voilà. Et voilà, donc tout ça m'intéresse et je le pratique aussi dans ma vie quotidienne, et notamment j'ai pu, grâce à cette formation, obtenir un poste de cadre dans un hôpital, et je le gère comme une mission de management, en fait. Comme je suis arrivée avec une expérience qui était complètement différente, je suis arrivée, donc j'ai pris le poste, mais je me suis comportée comme un management de transition, c'est-à-dire que je me suis effectivement intégrée, j'ai proposé des solutions qui étaient peut-être un peu différentes par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir, et effectivement ça les a intéressés pour que je reste et que pour que je continue, en fait, de partager mon expérience, et du privé et dans d'autres métiers, avec les contraintes du public, puisque c'est un hôpital public. Est-ce qu'on est dans le risque là aussi ? Enfin, la gestion de risque. Alors, on n'est plus tout à fait dans la gestion de risque. On est plus dans le management, dans l'organisation, dans le contrôle interne, un petit peu aussi dans la gestion des risques. Et puis moi, ça m'intéresse parce que j'apprends un nouveau métier. J'apprends le métier de soignant, et en plus, je l'ai appris au moment de la crise du Covid. Donc, c'était d'autant plus intéressant. J'avais l'impression d'être dans le réacteur nucléaire, en fait. Voilà. Et ça a été un super moment d'observation en tant que manager des risques. Parce que cette crise-là, finalement, a été très différente des autres. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais c'est alors qu'une crise est toujours gérée par des gens qui ne la subissent pas forcément. Là, à ce moment-là, tout le monde l'a subi. C'est-à-dire que même les dirigeants, quelque part, avaient la trouille pour leur famille. Et pas seulement, ils ne devaient pas simplement gérer un incendie dans une usine, quoi. Donc vraiment, ça a touché à des choses très profondes dans l'humain. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, on n'en est toujours pas sorti. Et ça va être assez... les années futures vont être assez... je pense, vont nous apprendre des choses sur l'humain et apprennent à chacun à retrouver l'essentiel de ce qu'il veut dans la vie. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on a tous été effectivement frappés de plein fouet par cette pandémie, nous raconter un peu comment vous avez vécu ça à l'hôpital, et aussi, bien sûr, cette expérience presque de manager de transition que vous avez vécue là? Alors effectivement, là pour le coup, j'ai vécu une crise qu'on subit encore aujourd'hui, au cœur du réacteur, comme je le disais. Et j'ai pu être aux côtés, en fait, d'équipes qui se sont entièrement consacrées à des malades qui ont déferlé véritablement. Et j'ai pu voir l'hôpital se transformer complètement, les malades dits classiques qui n'occupaient plus les lits qui étaient occupés par les malades du Covid, le manque de protection, effectivement, la peur des agents, la peur des infirmiers, la peur des soignants, ça on l'occulte. C'est pas parce qu'ils sont, comme je disais, c'est pas parce qu'ils sont soignants qu'ils n'ont pas peur pour eux ou pour leur famille. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire des formations en hygiène à ce moment-là, et ça a beaucoup, c'était assez perturbant de voir toutes ces personnes dont on pense qu'ils côtoient souvent la maladie, enfin qu'ils côtoient toujours la maladie et la mort, et finalement c'était multiplié par 10, par 100, quoi. Et ça pouvait aussi les toucher. Donc on en parlait beaucoup, et puis tout cet hôpital qui s'est complètement transformé en presque quelques jours, quoi,
où on a refusé les visiteurs, donc il n'y avait plus personne dans les couloirs de l'hôpital. Et quand on passait dans les couloirs, on entendait les flux d'oxygène pour oxygéner les patients, les réas qui étaient complètement saturés par les malades, toutes les personnes qui devaient être sur place pour s'occuper de tous les malades. Et on ne se rend pas compte du nombre de personnes qu'il faut pour lutter, en fait, pour sauver des personnes comme ça. Et donc, c'est vrai que c'était une atmosphère très à part, qui, quelque part, m'a fait du bien, parce que du coup, je ne restais pas à la maison à faire du télétravail. Et donc, j'avais l'impression de faire ma part dans cette crise. Et on était complètement en décalage, parce qu'en même temps, je faisais une mission de transition, effectivement, et j'étais en visio avec d'autres personnes, et on se voyait dans la visio, et eux étaient sur leur canapé, et il y avait eu une question, c'est pas trop dur d'être tout le temps à la maison, et en fait, c'était pas du tout mon cas, donc c'est là que j'ai senti le décalage, en fait, entre les personnes. Vous leur en avez pas parlé ? Non, j'en ai pas parlé, non. Non, parce que Vous vouliez pas mélanger ? Je voulais pas mélanger, et je voulais pas non plus donner une image anxiogène de tout ça. Parce que je pense que c'est trop incroyable. D'ailleurs, je ne veux pas en parler plus que ça. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez aussi doucement ne faire plus que ça ? Vu ce que vous avez appris et de mettre à part le management de transition actuel que vous faites dans l'industrie ? Alors, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas aujourd'hui. Je me laisse porter par ce que je découvre. Tant que j'apprends et tant que les missions ou le métier me fait vibrer, je reste. À partir du moment où je ne vibre plus, où j'ai l'impression de ne plus apporter, je me dis qu'il faut que je change. Est-ce que d'ailleurs, en tant que manager de transition, vous avez le choix de dire oui ou non quand on vient vous chercher, si Valtus vous dit, voilà. C'est-à-dire, quand je parle de choix, c'est-à-dire justement des entreprises qui vous parlent. Oui. En fait, je ne me suis pas posé la question, mais je pense que je peux dire oui ou non. Enfin, je me donne le droit de dire oui ou non. Ouais. Oui. Et là, par exemple, vous travaillez, ces 4 dernières années, vous avez travaillé pour des entreprises qui étaient justement dans votre secteur ou pas du tout ? Enfin, dans votre secteur de pensée, je veux dire, soit l'alimentaire, soit, je sais pas. Alors, effectivement, j'ai travaillé pour l'agroalimentaire, j'ai travaillé pour la pharmacie. Oui, ça reste quand même assez industriel, finalement. Je suis assez je suis plus attirée par l'industriel. On a commencé cet entretien, vous nous avez dit, finalement, vous avez commencé votre carrière en étant la patronne d'une équipe d'hommes. Aujourd'hui, vous aviez l'air d'ailleurs de sourire en disant ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment a évolué votre façon de penser, votre vision justement d'équipe d'hommes et surtout en tant que manager de transition, est-ce qu'on peut arriver, être femme et de plus avoir de différences et sociales et d'égalité, etc. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 30 ans que j'ai commencé. Donc, effectivement, on peut être femme tout en ayant un métier qui peut être assimilé à un métier d'homme. Je pense aussi que de plus en plus d'hommes parlent aux femmes d'égal à égal, ce qui n'était pas forcément gagné il y a 30 ans. Je pense quand même qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et je pense que les femmes n'ont en général pas assez confiance en elles. C'est-à-dire qu'une femme, avant de prendre une mission ou avant de se lancer, elle va vouloir avoir coché toutes les cases, en fait. Ce syndrome, je dois être compétente pour avoir un poste. Alors que Corinne Lepage disait qu'on aurait l'égalité homme-femme le jour où on aurait une femme incompétente à un poste important. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Et alors, en tant que manager de transition, est-ce qu'on voit quand même une différence aussi par rapport à son statut de femme que dans une entreprise où on est salarié ? Je le ressens moins, beaucoup moins. Ah bon ? Pourquoi ? Peut-être que la différence se fait dans la façon d'apporter les choses et de dire les choses aux dirigeants. Je peux peut-être me permettre d'être plus directe parce que ça sera moins brutal. Oui, d'accord. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur votre lien et l'écoute du dirigeant. Ouais.
Donc finalement, cette indépendance que vous avez prise en devenant manager de transition vous permet aussi de vous imposer plus en tant que personne, évidemment, mais en tant que femme. En tant que personne et en tant que femme, ouais, c'est vrai. Merci Rachel. Ben, je vous en prie. On va finir quand même les fraises parce que voilà, ça c'est la question de fin. On a le droit quand même de manger en quantité quand on fait attention à tous ces aliments. Alors, il faut pas faire attention. Il faut se réconcilier avec les aliments. Et si on mange les aliments que la nature nous amène, on peut effectivement manger des quantités. C'est pas la quantité qui fait le régime, quoi. Enfin, je parlais pas de régime, mais pour de santé, en tout cas. Oui. Il faut se faire plaisir, il faut écouter son corps. Et si on écoute son corps, on va pas manger trop, en fait. Bon, écoutez, je pense que je vais écouter mon corps là tout de suite parce que j'ai un petit peu faim. Merci beaucoup, Rachel. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur notre site valtus.fr.